C'est vrai que la voix est très importante pour moi en atelier aussi. J'aime bien ralentir, prendre le temps. La respiration est très importante. Les blancs. Voilà. Peut-être qu'on s'en apercevra dans ma manière de parler, mais c'est vrai que les blancs ont une importance gigantesque parce que c'est le temps d'intégrer, de ralentir, d'introspecter aussi. Alors moi j'en ai besoin en tant que moi Charlotte, on va dire. Effectivement, c'est quelque chose que je mets en place tous les jours, tout le temps dans ma manière de faire et d'être. Mais c'est quelque chose que j'impulse beaucoup aussi en atelier. J'ai besoin de poser ce cadre, ce temps suspendu. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant et la vocation de Sweet Papy Podcast est justement de vous aider à rendre ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Donc, je suis artiste peintre et facilitatrice en créativité. Donc oui, c'est vrai que comment me présenter, donc je suis praticienne aussi en Life Art Process qui utilise notamment le mouvement dansé et les arts expressifs. Et c'est vraiment le match de ces deux univers qui permet pour moi de chanter le mental en fait, pour aller exprimer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur des cellules. Alors, moi j'avais compris que tu étais effectivement une spécialiste de l'art, peintre plasticienne, et ta mission, quelque part, c'était d'accompagner la transformation intérieure vers une vie plus libre et plus joyeuse. Alors, quand j'ai vu le mot joyeuse, tu me connais, j'ai dit « Oups, je la veux avec moi dans mon podcast ». Et tu as fondé les ateliers de Charlie. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, les ateliers de Charlie, ça fait déjà 15 ans que je suis à mon compte, en fait. Et c'est vraiment venu, le nom est venu de mon nom de peintre, c'est Charlie. Mais c'est pas juste un pseudo comme ça qui a été pris pour faire bien, en fait. Donc je m'appelle Charlotte et depuis toute petite, on m'appelle Charlie. Donc c'est vraiment un nom de cœur pour moi. Et j'ai cherché longtemps comment nommer mes ateliers et en fait c'est venu naturellement en me disant voilà Charlie, les ateliers de Charlie. Enfin, c'est pas juste de la pratique artistique. C'est pas juste du faire beau, d'apprendre à utiliser des pinceaux, les couleurs. Enfin, c'est quelque chose qui, moi, me passionne à titre personnel, mais c'est vrai qu'avec le temps, je me suis vraiment écartée d'un atelier d'art plastique dit classique, et c'est beaucoup plus la globalité de l'être et de la personne qui m'importe. Alors, quelle est la liaison qu'on peut avoir toutes les deux entre ce que tu fais, les ateliers de Charlie, et mon univers du Sweet Papy ? Dis-moi. Pour moi, la liaison, au-delà de la liaison humaine qui s'est faite très rapidement dès qu'on a échangé, toi et moi, c'est vraiment cette notion de transformation et d'accompagnement sur des transitions de vie et des moments difficiles. Parce qu'effectivement, là, j'en ai pas forcément parlé, enfin pas encore parlé. Mais cette transformation, pour moi, l'art, c'est juste un support, aussi important soit-il pour moi et aussi passionnant soit-il à traverser, c'est vraiment c'est pas la finalité, c'est vraiment d'accompagner sur cette transition, cette transformation et la libération. Moi, au départ, je t'ai contactée parce que je pensais que tu étais, on va dire, art thérapeute. Et tu m'as dit non, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de porter ce nom-là. Et pourtant, ça fait partie pour moi des différentes thérapies non médicamenteuses qu'on apporte à nos proches, à nos aînés, et aussi parce que c'est fondamental à ce qu'on s'apporte nous en notre qualité d'aidant. Comment est-ce qu'à travers l'art-thérapie, on peut se soulager, on peut avancer et on peut transmettre à nos proches. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours et pourquoi la date du 28 juin est aussi importante pour toi ?
Pourquoi le 28 juin? Pourquoi j'ai décidé de démarrer mon podcast à cette date-là? C'était pour rendre hommage à ma grand-mère qui nous a quittés il y a 2 ans et demi, tout juste. Et je me suis toujours dit que voilà, pour son anniversaire, j'avais envie de célébrer les choses et pas d'être dans la tristesse de son départ et de ce qui pouvait me manquer. Donc ça, c'est vraiment une manière, de lui rendre hommage et d'être dans la gratitude. Et c'est vrai que quand j'ai voulu lancer le podcast et que j'ai vu le 28 juin arriver, je me suis dit mon arrière-grand-mère m'accompagne déjà énormément sur plein d'autres plans subtils, dirons-nous. Et ma grand-mère, je voulais lui rendre hommage et puis c'était une manière de la remercier aussi parce qu'elle elle a fait partie de ma vie, elle a plus que fait partie de ma vie, elle a été mon socle pendant très longtemps puisque j'ai eu la chance d'être élevée par ma grand-mère. Donc c'est un parcours un peu atypique, pas classique dans le sens pas avec des parents j'ai été élevée par une grand-mère aimante, mais dans d'autres sphères, ce qui peut-être, pour faire des rebonds, dans mes ateliers, j'en ai pas parlé, mais j'adore le transgénérationnel, par exemple. C'est quelque chose qui est très très riche pour moi, de mêler un adulte avec un enfant, multigénérationnel. Il n'y a pas de sachant en particulier, tout le monde vit une expérience en même temps et c'est vrai que ça je le véhicule beaucoup en atelier. Dès que je peux mixer, casser les codes, sortir des cases, je le fais volontiers. Et je pense que c'est quelque chose que mon éducation en fait m'a par rebond habituée. De pas être bloqué sur un âge, une étiquette, une condition, une façon de vivre particulière. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'émeut toujours de voir, par exemple, dans tes ateliers, un enfant avec une grand-mère, qui n'est pas forcément sa grand-mère, mais ce mélange de générations, et de voir l'admiration qu'ils ont entre eux, les sentiments qu'ils peuvent avoir entre eux, alors que parfois, ils peuvent ne pas se connaître. Effectivement, ça me touche énormément, cette bienveillance mutuelle. Effectivement, c'est pas tout le temps... On ne sait pas à quoi s'attendre, en fait. On pourrait se dire, oui, ça va être l'adulte qui va prendre soin de... Et en fait, en atelier, ça peut être par un regard, un geste, une couleur, une complicité, quelque chose d'autre chose qui se transforme. Et c'est assez magique d'être, j'allais dire spectatrice, mais c'est même pas le terme, parce que pour le coup, c'est moi qui facilite et qui met... je me sens un peu magicienne à ce moment-là de comment faciliter et comment poser le cocon pour que ça puisse naître aussi ces jolies choses. Dans mes outils de ce que j'utilise, je me suis formée il y a déjà de nombreuses années aussi à la pratique d'Arnaud Stern. Donc qui est le clos-lieu avec une table palette au milieu. J'ai détourné l'outil parce que il y avait des choses qui moi ne me suffisaient pas dans cette pratique-là, aussi magique soit-elle. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il y ait une sorte de palette géante et un outil commun où chacun vient piocher sa couleur et faire des allers-retours. Et c'est tous ces petits riens aussi, d'un matériel en commun, de partager un pinceau, de se passer une couleur, de regarder une couleur sur une peinture et d'avoir envie de faire la même chose, qui est très riche en fait. On n'est pas sur la notion de copie qu'on pourrait ressentir dans d'autres ateliers. Et là, c'est vraiment... j'ai vu quelque chose sur une peinture d'un adulte, d'un enfant. Moi aussi ça m'inspire et si je faisais ça. Et puis après on peut aussi faire des ateliers collectifs dans le sens tous peindre au même endroit ou dessiner. Et effectivement le mouvement peut aussi être impulsé dans du mouvement sensible. C'est pas forcément, ça peut être de la danse, mais ça peut être juste un geste, une extension du geste artistique. Il peut y avoir plein de formes différentes. Oui. Tes envies par rapport à eux? Alors effectivement, la notion importante pour moi, c'est il n'y a pas de thème. Dans le sens, je n'impose jamais de dessiner telle ou telle chose ou de peindre. Par contre, l'intention est là. Je pose souvent une intention, une direction que j'aimerais donner à l'atelier, mais qui, au final, évolue suivant l'énergie que je ressens du groupe. À un moment, je vais sentir une émulation, une rencontre particulière, je vais impulser par une musique, par un mouvement, ou proposer des couleurs, ou moi venir dessiner avec et aller, entre guillemets, faire oser aller dans un geste plus grand, pour s'expandre un peu sur la toile ou le papier.
Par contre, je t'ai entendu dire, effectivement, tu mets au milieu de la table. Enfin, très souvent, je n'utilise jamais de table, jamais de chaise. Ça, c'est... Donc, c'est soit au sol, soit sur les murs. J'aime pouvoir avoir une mobilité différente. Ça, c'est... Donc, il faut s'attendre avec moi sur les ateliers à ressortir avec des jolies couleurs sur les bras, les jambes, parce qu'on peut explorer de plein de manières. Et est-ce que, par exemple, quand tu termines tes ateliers comme ça, tu vas vers les personnes qui sont venues pour faire une sorte d'analyse de ce qu'ils ont ressenti ? Je suis pas dans l'analyse. C'est là où effectivement ça peut se différencier de l'art-thérapie. Mais par contre, dans des ateliers, il peut très bien y avoir aussi des temps, j'en ai pas parlé, mais ça peut être des temps d'écriture, des temps d'échange, en dyade, en groupe, en sous-groupe. Donc il y a déjà en fait une dynamique et une structure dans l'atelier qui permet ces temps d'échange. Et forcément à la fin il y aura toujours un cercle de partage sur les ressentis, sur le vécu. Mais on n'est pas sur de l'analyse, mais sur qu'est-ce qui a été vécu, traversé, qu'est-ce qui a fait écho chez une personne, comment on peut restituer, comment l'autre peut restituer. Ça peut être des fois juste montrer un dessin et la personne va... faire un geste pour lui restituer ce qu'elle vibre en voyant son dessin ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup aussi, il y a du verbal, ça c'est évident. Il y a de l'écriture, mais il peut y avoir aussi énormément de non-verbal et c'est toutes ces petites subtilités que j'adore aussi. Et tes ateliers, par exemple, ils vont quoi? Du mois de septembre, c'est scolaire ou c'est dans des périodes en fonction de toi alors, aussi? Il y a très longtemps, j'étais sur le calendrier scolaire, j'avais des ateliers à la semaine, à l'année. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que moi, ça ne me correspondait pas. Ce qui fait que maintenant, je n'ai plus d'agenda et c'est vraiment des temps de résidence, des stages, des ateliers ponctuels qui sont faits. Mais c'est au fil des envies, au fil des propositions, des projets artistiques, des temps de résidence. Donc c'est très variable en fait. Qu'est-ce que tu reprends après tous ces ateliers-là? Parce que j'imagine c'est beaucoup d'émotions quand même à chaque fois de récupérer toute la résilience ou toute la gentillesse ou toute la bienveillance des gens en fait. Après avoir fait tous ces ateliers, je me sens profondément nourrie. En gratitude de ce qui est partagé, en général, c'est très très fort et pas seulement les retours que je reçois moi, effectivement du cocon, de la bienveillance que je peux avoir et de ce que je facilite, mais aussi du chemin que traversent les personnes, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. C'est pas la finalité du dessin ou de la production, mais vraiment l'expérience vécue. Et je suis toujours assez émerveillée de ce qui se joue dans ces moments-là. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'adore aussi faire des accompagnements en solo. C'est quelque chose d'intéressant pour aller creuser avec une personne une problématique spécifique ou des choses comme ça. Il y a un fil conducteur qui est très présent et qui est intéressant à creuser. Mais j'avoue que le groupe a quelque chose d'assez magique parce qu'il y a des choses qui m'appartiennent, que je guide, mais il y a plein de choses qui m'appartiennent pas. Et c'est comment je danse avec l'énergie du groupe, comment je joue. J'ai l'impression en fait d'être un chef d'orchestre en atelier, parce que je sais que des choses qu'on m'a dit il y a longtemps maintenant, j'ai dépassé ça, mais quand je disais que je faisais des ateliers d'expression libre, on me disait oui, alors c'est de l'expression libre, il n'y a pas de thème, tu mets le matériel à disposition, qu'est-ce que tu fais en atelier? Genre je me la coule douce et je dis alors détrompez-vous déjà, si moi j'arrive en étant stressée à un atelier, l'atelier il est raté. C'est aussi simple que ça. C'est pas possible. Donc un peu ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'ai besoin avant un atelier de prendre ce temps, de ralentir, d'être centré et de visualiser ce que j'aimerais. Et après de laisser faire la magie. Et est-ce que ça, pour toi, c'est transposable aux aidants, par exemple, tout ce que tu apportes? Est-ce qu'un aidant qui a énormément de choses à faire dans son quotidien, dans le quotidien avec son proche, et qui a donc une pression psychologique importante, est-ce que pour toi, c'est s'offrir un espace de respiration et s'offrir aussi un espace de non-jugement où on peut exprimer ses émotions. Comme c'est pas frontal, même quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions, peut-être qu'à un moment il le fera sur une pastelle, un pinceau, il va se défouler sur
voilà, il y aura une feuille qui sera assez virulente, on va dire, dans l'énergie, et puis à un autre moment, ça va se radoucir, ça va être dans les mots, mais il y a quelque chose de libérateur dans ces ateliers, c'est évident, oui, et c'est ce que je viens chercher aussi, hein. Enfin, c'est ce que j'aime chercher chez les gens. Je crois profondément au pouvoir de l'art parce que c'est aussi le chemin par lequel je suis passée moi. Pour revenir un peu en arrière sur quand tu disais d'où c'est venu, en fait, je veux dire, je sais même pas où remonter le fil en arrière puisqu'au final, pour moi, les pinceaux et la peinture ont toujours fait partie de ma vie. Et c'était au début ma seule manière de m'exprimer parce qu'à la base, je peux parler au passé, mais j'étais une très grande timide et aller vers les autres était difficile et c'est vrai que j'avais plus un papier, un crayon, on me mettait dans un coin et voilà, j'étais la petite fille sage qui posait pas de soucis. Mais c'est vrai que c'est aussi moi l'art qui m'a permis d'aller à la rencontre de l'autre. Et c'est ça que j'aime aussi mettre en avant maintenant. Je crois profondément au pouvoir de l'art de manière générale. Et oui, c'est au-delà des mots, c'est du sensoriel, c'est de la sensation, c'est des émotions qui remontent. Et dans une couleur, tout peut être dit. Enfin, voilà, dans une couleur, dans un geste, une forme, et c'est assez magique de laisser ces espaces-là aussi à des personnes qui n'ont pas la même manière de parler, qui ont plus, les mêmes capacités, et en même temps ont encore un émotionnel très vibrant et très très vivant. On a vraiment l'impression qu'on les maintient encore plus en vie quand on arrive à les faire rentrer dans des thérapies entre guillemets comme ça, c'est-à-dire les guider soit vers la musique, soit vers l'art, on va dire peinture, soit tout ce qui est cinq sens, hein, les toucher, les tripoter, les faire jouer, et ça, moi j'y suis, mais fondamentalement, j'adore ça, je ne veux partir que sur ça. Moi, quand je suis allée voir mon Sweet Papy il y a quelques temps, je lui ai amené des jeux, on a rigolé ensemble, on s'est touché, on s'est massé. Bon, je pouvais pas le faire peindre parce qu'il arrive plus à écrire, hein, mais parce qu'il savait écrire jusqu'au moment de son accident. Il a fait un AVC, mais je suis sûre qu'il pourrait encore, mais personne ne l'a remis à l'écriture. Est-ce que ta manière, par exemple, de faire pourrait dire, je t'amène mon Sweet Papy, je le mets dans ton atelier et il y va une fois par semaine, et est-ce qu'on n'arriverait pas à le refaire peindre ou à le refaire écrire, ou il y a des choses où on décide parce qu'ils ont un certain âge ou ils ont une certaine pathologie, non, ils n'ont plus le droit d'accéder dans ce monde merveilleux de l'art, pour moi, c'est ça? Pour moi, il n'y a pas de limite à la pratique. Après, justement, il faut pas on n'est pas sur le résultat, on va pas être sur un tableau affiché et à dire il faut absolument qu'il y ait ça ou ça de dessiné. C'est l'expérience qui est importante. Ça me rappelle, l'année dernière, j'ai fait un projet artistique qui pour moi était que j'ai mis longtemps à mettre en place avec le contexte sanitaire et autres. J'ai passé 3 semaines de résidence dans un centre de réadaptation. Le centre de réadaptation, c'était des personnes qui étaient là après un AVC, en reconstruction d'épaules, de hanches, donc qui avaient un problème de mobilité et un problème parfois de compréhension de consignes. Et donc autant dire que il y avait énormément de pathologies différentes, mais ce qui était sûr, c'est que pour la plupart, il y avait la notion de mobilité qui était pas là, et moi je venais pour faire une résidence mouvement et dessin. Et mon envie vraiment était d'embarquer les gens dans le mouvement. J'ai fait dessiner des personnes en chaise roulante, avec un bras qui n'était pas le bras directeur, en reconstruction, ce que je disais tout à l'heure, en reconstruction d'épaule ou de choses comme ça. Et même après un AVC, des personnes qui étaient en chaise roulante ou j'allais dire en reconstruction, mais on sait même pas jusqu'à quel stade ils sont en capacité de récupérer. Et en même temps, de pouvoir dessiner. Alors j'avais adapté des outils, j'avais fait des bâtons avec les pastels au bout. J'ai imaginé tout un protocole pendant la résidence pour pouvoir justement adapter. C'était à moi de m'adapter pour. L'idée était vraiment de pouvoir les laisser s'exprimer. Et quand on voyait les traits, on pourrait dire ouais, mais c'est juste des gribouillis, c'est des. Les retours que j'ai eus, ça a été un vrai cadeau, ce qu'on disait tout à l'heure. Pour ceux qui ont pu mettre en mots, c'était la libération, le recentrage, la notion de liberté qui est sortie alors qu'ils étaient dans une mobilité très réduite et dans un centre qui était pas facile, puisqu'à l'époque, les familles n'avaient pas le droit de voir
J'étais la seule à avoir cette possibilité. En fait, il n'y avait pas de contact ou très très peu de contact avec les familles, donc il y avait un manque de lien aussi. Et de pouvoir être plusieurs en atelier, de bouger les uns par rapport aux autres, de faire attention et de prendre soin, c'est assez magique. Je pense que c'est un des mots que je redis le plus souvent, mais et je te rejoins totalement sur le côté sensoriel. Pour moi, voilà la pratique du corps dans sa globalité. Voilà, ça peut être du plus petit mouvement au plus grand, dansé, dynamique, mais voilà. Même quelqu'un qui a du mal à s'asseoir, si déjà il fait juste un mouvement d'aller vers et que il a la capacité d'imaginer le mouvement ou des choses comme ça. On a même fait des sessions qui étaient merveilleuses avec une ergothérapeute avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration quand même sur cette résidence. On a fait des sessions en trio, on va dire, avec un patient à elle, où on a adapté des tapis à hauteur pour pouvoir faire des mouvements et je sais qu'à la fin, sur la danse, moi j'étais en miroir avec cette personne-là et quand l'ergothérapeute a enlevé en fait l'écharpe et qu'il a commencé à avoir une mobilité plus grande qu'il n'avait pas eu depuis le début de son hospitalisation, c'était assez fabuleux de le voir et de me dire que voilà, moi je m'étais énormément connectée aussi à lui et j'étais dans le prolongement, il y a beaucoup d'empathie et de connexion aussi dans ces moments-là. Et c'est vrai que il y a beaucoup de subtil et c'est ce que je viens chercher, ouais. Parce que c'est un univers tellement vaste que ça te donne plein d'idées. En plus, parce que partager avec d'autres professionnels tels qu'une ergothérapeute, ça te permet d'avoir aussi une autre expérience, de voir comment fonctionnent les autres pour bâtir, c'est ce que tu disais, bâtir du coup l'univers autour de cette personne-là. Et j'adorais pouvoir renouveler j'allais dire des expériences, mais voilà des temps de résidence, parce que c'est vrai que c'est ce que j'ai aimé, c'était vraiment le fait d'être immergé. Voilà, c'était pas forcément simple tout le temps d'être 3 semaines non-stop dans un lieu comme ça où on sent beaucoup la souffrance, la douleur des gens, mais en même temps de voir qu'il y a cette envie d'aller creuser, d'avoir des temps de respiration et puis d'accepter que l'état de la personne, je ne pouvais jamais savoir quel atelier j'allais mener. Et c'était vraiment à moi de m'adapter à l'autre. Là, je pouvais pas me dire, j'ai un atelier, je vais avoir telle ou telle chose. Je savais pas qui allait venir, je savais pas quelles allaient être les pathologies. Donc, il fallait vraiment que je crée sur l'instant et c'est merveilleux aussi de pouvoir, en tout cas, moi, avec les années, c'est ce qui m'a permis d'atteindre ce lâcher-prise-là, d'avoir toutes les ressources à l'intérieur pour pouvoir m'adapter. Et c'est vrai que je me consacre totalement à l'atelier dans la moindre, même moi corporellement parlant, chaque cellule de moi est j'allais dire intégrée. Là, c'est pas intégrer le terme, est impliquée dans la séance. Ce qui est dommage dans un épisode de podcast ou dans une interview, c'est que finalement, on te voit pas. Mais ce que je vois, moi, c'est voilà, tout ce que tu donnes à travers ce que tu dis et en même temps tout ce qui ressort de ton corporel aussi que je trouve vraiment enrichissant et inspirant. Alors, je voudrais que tu me parles aussi de ton projet Plume d'amour. Alors oui, je vois que tu as été creusée, effectivement. Alors, Plume d'amour, c'est un projet qui a vu le jour pendant le confinement. Ça faisait ça faisait 6 mois justement que ma grand-mère était partie. J'étais encore dans une période de deuil et une étape de deuil, voilà, comme sont les nombreuses étapes du deuil. Et en fait, au tout début du confinement, quand j'ai vu les gens perdre des êtres chers, du jour au lendemain, se sentir enfermés dans leur quotidien, être malheureux et pas savoir quoi faire, ça a basculé quelque chose à un moment où justement j'avais encore beaucoup de tristesse, voilà, dû au départ de ma grand-mère. Et en même temps, je me suis dit, j'ai eu la chance de l'accompagner pour partir. Alors après, malgré tout, ça a été un accompagnement
pour moi très court parce qu'elle est partie du jour au lendemain, enfin elle est partie en 7 semaines. Je l'ai accompagnée jusqu'aux soins palliatifs pendant 7 semaines, donc c'est pour moi très très court parce que elle semblait aller très bien avant, donc c'est arrivé trop vite. Mais malgré tout, par rapport à tout ce qui se passait autour, je me suis dit, justement, c'est cette semaine-là, je me suis justement énormément fatiguée aussi dans cette période-là, à l'accompagner jusqu'à son dernier souffle, mais en même temps, j'ai aucun regret. Donc si c'était à refaire, je le referais sans aucune hésitation. Pour en revenir à Plume d'amour, en fait, il y a eu vraiment ce côté de dire, voilà, j'ai plus ma grand-mère, mais j'ai eu la chance de la connaître, j'ai eu la chance de l'accompagner. Là, les gens se sentent enfermés, je dis, moi, d'accord, être enfermé chez soi, c'est pas drôle, et c'était assez nouveau pour tout le monde, et il y avait quelque chose d'étonnant. Je dis, mais moi, j'ai la peinture, j'ai le dessin, j'ai la créativité, je me sens pas enfermée. Je dis, oui, l'extérieur, il y a quelque chose de contraint, mais on peut voyager autrement. Et ce qui a fait que j'ai voulu vraiment mettre en place ce projet-là pour me dire, j'ai ces compétences en partie informatique parce que j'étais dans une autre vie, on va dire, graphiste. Donc la créativité a toujours fait partie de ma vie, mais c'est quelque chose de très loin quand même. Et je me suis dit, on peut pas se voir, on peut pas se toucher en ce moment, mais grâce au numérique, aux outils, on peut faire d'autres choses. Ce qui a fait on peut échanger, on peut dialoguer. Oui, et il y a eu beaucoup de très beaux projets qui sont nés à ce moment-là. Et c'est à partir de là que j'ai voulu proposer Plume d'amour, qui est justement un des premiers dessins. C'est encore en hommage à mes grands-mères, puisque la plume est, je crois, un des premiers dessins que j'ai fait moi étant petite avec mon arrière-grand-mère, qui adorait les plumes, et c'est quelque chose que j'ai dessiné pendant très très longtemps. Et là je me suis dit, pour une fois j'impulse un thème qui est de dessiner une plume, mais on peut le dessiner d'une manière très simple, très libre, et en fait en les associant les uns aux autres, on pourrait faire une fresque, et ces fresques-là on pourrait les envoyer aux EHPAD, et avec des petits mots, des poésies, des choses qui accompagnent. Donc je me suis énormément investie pendant cette période de confinement, d'essayer de développer ce projet-là pour lui faire voir le jour. Il y a eu des beaux projets qui ont découlé, notamment avec le Secours Populaire aussi. J'ai eu des partenariats avec eux, on l'a fait aussi après en présentiel lors d'ateliers. Et il y a eu des très jolies choses de faites. Ça aurait pu être encore peut-être plus grand, mais c'est le fait de faire connaître le projet qui a été peut-être le plus difficile pour moi, parce que dans la toile, on va dire, on est une goutte parmi l'océan. Donc oui, il y a énormément de monde. Il y a du monde. Après, il faut toucher les gens qu'on a envie de toucher aussi. On n'est pas obligé de toucher tout le monde, mais il faut qu'on trouve la bonne entrée vers le cœur des gens. Moi, j'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère jusqu'à mes 10 ans. Un énorme cadeau. Pour le coup, je l'ai absolument pas accompagnée puisqu'elle est partie de ce que j'estime la plus belle manière, c'est-à-dire un mardi soir, je me souviens, elle a dit, je suis fatiguée, et le lendemain, elle était endormie dans son lit, à un âge honorable et sans aucune maladie, et de manière très sereine. Donc là, il n'y a pas eu d'accompagnement, c'est plus elle qui m'a accompagnée en tant que arrière-grand-mère. C'est un vrai cadeau parce que ça fait partie des souvenirs de l'enfance et des socles qui sont importants. Et effectivement, pour ma grand-mère, sachant qu'elle m'a élevée une grande partie de ma vie, ça me paraissait évident de ce retour et ce soutien. Et de toute façon, ça s'est jamais arrêté, en fait. On a toujours été très proches et assez fusionnels aussi. Donc, Tu viens de rajouter une corde à ton arc avec ton tout nouveau podcast Move Art, qui nous entraîne aussi dans tout ce mouvement-là et tout ce que tu viens de dire. Et qu'est-ce que tu avais envie de mettre, ou qu'est-ce que tu es en train de nous préparer dans Move Art, en fait? Je veux tout savoir. Curieuse. Oui, en tout cas, c'est une très belle aventure, effectivement, le podcast. Ça faisait longtemps que j'avais envie, et puis ça restait dans les carnets, et puis je trouvais mille une raisons de pas me lancer, et de pas oser porter ma voix, parce que c'est probablement, en tout cas vers l'extérieur, l'outil que j'avais le moins utilisé me concernant. Ce que je disais tout à l'heure, étant anciennement très timide, on peut imaginer tout le parcours qu'il a fallu, et quelque part le podcast est encore un autre type de parcours.
M'émouvoir, c'est un mélange. Moi, j'ai vraiment à cœur de partager des outils, des pratiques, peut-être des ambiances d'atelier. Et puis aussi, il y a quelques années, j'avais démarré des interviews inspirantes, tu vois, un peu comme toi. Enfin voilà, c'est la notion humaine aussi qui m'importe, et c'est un peu ce mélange de tout ça, parce que, comme tu as pu le voir, je suis assez curieuse, créative et multiple. Et sur le podcast, je peux pas me dire que je ferai qu'un type d'interview ou que d'une manière. Donc il y a plein de choses. Après, c'est le temps qui n'est pas extensible. Quoique, en atelier, la perception du temps peut être différente, mais on va dire dans la réalité du quotidien, voilà, je peux pas faire des interviews toutes les semaines, même si j'adorerais, ou des choses comme ça. Donc en préparation, il y a des belles rencontres. J'ai déjà eu voilà des jolis moments, et puis je crois que j'ai envie de prendre le temps sur ce podcast, y compris dans ma manière de présenter les choses. C'est autour du mouvement, de l'art. Mais en fait, là, je sens que les premiers épisodes, là, je prends le temps comme je prends le temps en début d'atelier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ralenti, Ouais, j'ai un peu envie d'être en dehors du temps aussi, au final. Mais finalement, le podcast, les gens l'écoutent quand ils veulent. Donc, de toutes les manières, eux, ils sont déjà en dehors de notre temps. C'est-à-dire que nous, on a l'impression qu'on fait ça aujourd'hui. Je vais pas dire la date, parce que ça sera écouté peut-être dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou je sais pas. Mais finalement, on a chacun un temps fluctuant. Qu'est-ce que, à travers les ateliers ou toi, ce que tu as vécu, si tu devais nous donner par exemple 3 clés importantes pour résoudre les conflits, qu'est-ce que tu pourrais nous apporter? Un outil que je partage notamment dans mon premier épisode de podcast, mais qui est quelque chose qu'on a vraiment sous la main et qui pour moi est facile à mettre en place, c'est l'écriture. Ça peut être à un moment de conflit, d'écrire une lettre à la personne, de libérer les mots, d'écrire de manière automatique, c'est-à-dire de se dire pendant 5 minutes, on met une minuteur, on écrit, on laisse jaillir les mots. Il est probable qu'il y ait des émotions qui sortent, mais au final c'est pour soi. On va pas forcément partager la lettre derrière. Peu importe la douceur ou la violence des mots, peu importe ce qui sort en fait, c'est de laisser jaillir. Et pour moi, l'écriture a quelque chose de très puissant aussi. Mais pas quand on est dans l'écriture à vouloir faire des jolis mots, à vouloir être polissé, à faire une lettre idéale ou qui va être entendable. Là, c'est vraiment laisser jaillir les émotions. Ça, pour moi, c'est un des premiers outils qui est facile à mettre en place parce qu'on a toujours un crayon et un papier sous la main. Après, si l'écriture est pas forcément facile, ça peut être s'enregistrer en audio et parler de la même manière qu'on pourrait écrire, c'est-à-dire de faire un audio, s'enregistrer et puis lâcher. Par contre, ce qui est évident pour moi au fil des années, c'est de le transformer dans le corps. Une fois que ça c'est fait, de pas hésiter à, je sais pas si c'est un papier, le prendre, le déchirer, le brûler, l'écraser, aller dans le souffle, voilà. Toi, tu vois les mouvements que je fais, mais voilà, Voilà, j'allais te dire, c'est exactement ça. Je te vois, c'est pas pour rien que tu appelles ça mouvart. C'est d'incarner dans le corps, en fait. Et c'est vrai que quand on est figé, il y a quelque chose qui reste figé à l'intérieur et on peut ruminer, on peut ressasser, et de lâcher sur le papier, lâcher dans le corps, voilà, par des gestes, par la danse. Ouais, après ça peut être, pour ceux qui sont à l'aise, ça peut être se mettre une musique qu'ils aiment bien, une musique un peu dynamique, et se défouler aussi. Ça peut totalement être ça. Et forcément, le dernier outil que je vais dire, ça va être le dessin, la peinture, l'expression graphique. Mais pareil, c'est juste, et là, on n'en a pas parlé, mais pour moi, il y a pas besoin de savoir dessiner ou de savoir peindre ou d'être un artiste. C'est, même si pour moi, après, on devient l'artiste de sa vie, mais c'est une autre dimension. Et prendre un crayon, un feutre, un pastel, et notamment les pastels, pour moi, sont assez intéressants parce qu'on peut justement appuyer. Il n'y a pas besoin d'être précis, même si on peut faire des choses très précises, mais on peut se défouler aussi sur cet outil-là sans que ça mette à mal quoi que ce soit. Et ça peut être juste faire des cercles, être dans le mouvement, tapoter, gratter, déchirer. Il y a plein de manières créatives de défouler les émotions. De se défouler et de laisser couler les émotions. Et après, ça peut être juste, de recentrer,
de regarder et de se dire que voilà, ça c'est un état. Et après, si on a un peu plus d'aisance, voilà, avec l'outil, si on peut le faire en autonomie ou se faire accompagner, voilà ce que j'aime bien faire, mais on peut aussi imaginer l'état apaisé. Une fois qu'on a laissé couler, qu'on se sent mieux, comment par un geste, comment par une couleur, on peut imaginer se sentir mieux avec cette situation. Après, je pourrais en parler pendant des heures, hein, mais... Mais c'est exactement ce que je voulais que tu me répondes, et puis en te regardant en même temps, je dis oh, faut que je bouge. Alors merci mille fois encore Charlotte, on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux, sur ton site internet lesatelierdecharlie.com. Et puis, écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. J'ai hâte d'écouter ton prochain épisode. Et puis le suivant. Et je vais être dans le mouvement. Je vais faire comme toi. Et puis en tout cas, merci pour cet échange si riche pour nous tous. Et puis je voulais te dire à la fin que j'aimerais bien que tu rentres dans mon univers aussi de Sweet Papy Podcast. Et je ferai appel à toi quand j'aurai besoin de toi. Et j'espère que tu l'accepteras. Merci et honorée de cette belle proposition. Et merci pour toutes ces questions où j'ai plongé volontiers sans avoir aucune idée d'où j'allais. Mais merci à toi. Encore merci d'avoir suivi cet épisode où la parole doit rester protectrice et les mots portés par le cœur. Si les thématiques abordées dans ce podcast vous ont intéressé ou vous êtes concerné, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous et pourquoi pas de vous interviewer. Pensez à partager l'univers de Sweet Papy, abonnez-vous et notez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify avec un petit commentaire. À très bientôt, prenez soin de vos proches.